Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui la présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et députée des Yvelines. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Ce week-end, vous avez déposé plainte contre X après avoir reçu des centaines de messages de menaces de mort et d'insultes en lien avec ce conflit qui vous oppose à l'artiste Medine que vous aviez qualifié de rappeur islamiste. Aurore Berger, est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui ? Alors en sécurité, oui et heureusement, parce que de toute façon, je crois qu'il faut d'abord rappeler que les insultes et les menaces en démocratie, elles sont intolérables. Elles sont intolérables en plus quand elles s'exercent à l'encontre des élus, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord politique. Le maire de Boron, il y a aussi une semaine, avait été victime d'attaques. Et je crois qu'il faut à chaque fois qu'unanimement on puisse les condamner. Et évidemment en sécurité, tout simplement parce que dans notre pays, nous avons des forces de l'ordre qui permettent de se sentir en sécurité et de l'être. Et donc j'ai naturellement porté plainte à la gendarmerie dans les Yvelines. Je crois que c'est aussi important de démontrer par les plaintes qu'on pose qu'à un moment, on met aussi un interdit et que les menaces, quand elles sont dématérialisées, parce qu'elles sont sur les réseaux sociaux, elles n'en restent pas moins des menaces, que c'est un délit. Et j'espère évidemment que des personnes pourront être identifiées, puisque c'est sur les réseaux, et j'espère poursuivies et condamnées. Est-ce que vous sentez une dégradation sur ce sujet-là ? Ce n'est pas nouveau que les élus soient des cibles, soient critiqués, pris à partie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez que c'est de plus en plus dur ? Il y a une violence générale dans la société, il y a un niveau de violence dans notre société qui est en effet de plus en plus intense et qui donc s'exerce aussi vis-à-vis de ceux qui sont en première ligne, qui sont exposés dans le débat public, dans le débat démocratique. Et les élus, en fait, on est au quotidien au contact. On l'est dans le contact physique, évidemment, sur nos territoires, mais on l'est aussi par l'intermédiaire des médias et sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il faut qu'on garde ce lien-là. Sauf qu'aujourd'hui, le lien, il est abîmé parce que finalement, il y a beaucoup d'entre-soi, chacun se parle entre communautés, chacun est un peu dans son couloir, alors que l'enjeu, c'était au contraire de recréer du lien par les réseaux sociaux. Et on a l'impression parfois qu'au contraire, ce lien, il est en train de se détériorer et qu'il y a une facilité d'usage de la violence, de la menace, de l'insulte, de l'invective au travers des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on doit aussi renforcer la loi avec la lutte contre la haine en ligne. C'est ce qu'on a déjà fait et c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire, évidemment. On l'a fait dans le projet de loi, justement, sur la lutte contre le séparatisme. Et il faut aussi que tous les Français se disent que quand ils sont attaqués, quand ils sont menacés, même si c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ça n'en reste pas moins, encore une fois, un délit, élu ou pas, et qu'ils ont évidemment toute possibilité de porter plainte et d'être défendus. Justement, pour finir sur cette affaire Medine, le rappeur a porté plainte aussi en diffamation contre vous. Comment comptez-vous vous défendre ? Alors, vous savez, quand il y a une diffamation par voie de presse, une attaque par diffamation par voie de presse, on est quasiment automatiquement mis en examen. Donc, moi, je m'attends évidemment à ce qu'une mise en examen puisse être prononcée et je serai défendue. Mon avocat, Patrick Lugman, me défendra. Vous savez, je crois qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il ne faut pas lâcher. Déjà parce que les Français nous demandent de ne pas lâcher, d'être extrêmement clairs sur la lutte contre toutes les dérives qui peuvent exister dans notre société. Oui, il y a des urgences. Il y a des urgences aujourd'hui qui sont des urgences sanitaires, qui sont des urgences économiques, qui sont des urgences sociales, qui sont des urgences de lutte contre la pauvreté, qui sont aussi des urgences écologiques. Donc ces urgences, on doit les traiter et c'est ça qu'on a en tête matin, midi et soir quand on est député. Mais on a aussi des mots qui rongent profondément notre société et on ne peut pas faire comme si ces mots-là n'existaient pas, comme si on préférait nier cette réalité parce qu'un jour, elle risque malheureusement de n'épargner plus personne. Et c'est ça que moi j'estime qu'on doit faire. Et donc sur ces sujets-là, je me suis toujours exprimée, je continuerai toujours à m'exprimer. J'ai bien vu qu'il y avait une tentative nette d'intimidation à mon encontre parce que quand tout d'un coup, vous recevez des centaines et des centaines de messages et que vous devez même couper les commentaires parce que vous n'arrivez plus rien à lire sur vos réseaux sociaux. Quand vous recevez des menaces, on cherche clairement à vous faire changer d'avis, à faire en sorte que vous puissiez vous taire. Et je crois que là-dessus, il ne faut rien céder. Justement, sur ce débat-là, vous avez été l'une des rares dans la majorité à apporter votre soutien à Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a demandé au CNRS une étude sur l'islamo-gauchisme. Est-ce que vous regrettez une forme de timidité de vos camarades de la majorité ? Je crois qu'il n'y a aucune timidité dans la majorité. Vous savez, on est la majorité qui a voté depuis 2017 des textes qui sont très clairs et qui permettent de fermer des lieux de culte radicalisés, de fermer d'autres espaces qui malheureusement peuvent
être des terreaux de cette radicalisation, de cette islamisation. On l'a fait malheureusement dans des salles de sport, on l'a fait dans des écoles hors contrat qui n'avaient d'école que le nom, où au final les enfants n'étaient pas là pour apprendre, mais malheureusement plutôt désapprendre la République ou être endoctrinés. Donc la majorité, elle n'a jamais tremblé sur ces questions-là. Par contre, moi j'ai vu des oppositions être en permanence dans des injonctions contradictoires. Je vois la droite nous demander prétendument de faire plus, mais quand il s'agit de parler de l'instruction en famille, alors qu'on sait que malheureusement... Sur le voile, hein. Mais vous savez, sur l'instruction en famille, c'est quand même un sujet qui est important maintenant dans notre société. Le premier levier de lutte contre la radicalisation, contre l'islamisation, c'est que les enfants puissent être scolarisés, c'est que les enfants puissent avoir accès à l'école. Donc on ne peut pas vouloir parler très fort sur ces sujets-là en nous disant qu'on ne fait pas assez, mais dans le même temps, refuser de voter sur l'instruction en famille pour tout simplement qu'on puisse mieux contrôler et qu'aucun enfant n'échappe à la République. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et puis, il y a une complaisance malheureusement de plus en plus évidente de l'ensemble de la gauche sur ces questions-là. Donc je crois que nous, au contraire, on tient bon sur nos principes républicains, on tient bon sur le fait qu'on n'a ni naïveté, ni complaisance, mais qu'on a des actes qui sont en cohérence avec ce qu'on propose. Aurore Bergé, avant de revenir sur la culture, évoquer ce sujet sur lequel vous travaillez aussi et la crise du Covid, simplement pour rester sur ce thème-là, vous avez défendu lors de l'examen du projet de loi contre le séparatisme un amendement visant à interdire le voile pour les plus petites filles. Celui-ci a été retoqué par la majorité. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que ça fait partie du débat justement que vous présentez? Alors déjà, il n'a pas été retoqué par la majorité parce qu'en vérité, c'est un peu différent. Il a été déclaré irrecevable. Bon, on peut discuter juridiquement de savoir si c'était recevable ou pas, si c'était dans ce texte ou pas qu'il fallait en débattre, mais ce n'est pas la majorité qui a retoqué cet amendement. Moi, ce que je crois, encore une fois, c'est qu'il faut qu'on soit très clair et très ferme sur un certain nombre de principes républicains. C'est ce qu'on fait depuis 2017. Encore une fois, c'est ce qu'on fait dans la traduction législative, c'est ce qu'on fait en remettant des services publics, c'est ce qu'on fait en recréant des postes aussi dans la police et dans la gendarmerie, comme ici sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire. Et là-dessus, je crois que vraiment, on n'a jamais eu la main qui tremblait. Et je crois que ça, c'est extrêmement important qu'on continue à porter ces sujets. Alors sur la crise du Covid, Aurore Bergé, on voit que le gouvernement a décidé d'apporter une réponse régionalisée, c'est-à-dire au cas par cas, de resserrer les taux sanitaires là où l'épidémie flambe. En revanche, c'est à sens unique puisqu'on ne dessert pas là où le virus circule peu. Est-ce que vous seriez favorable justement à ce qu'on ait cette double lecture, qu'on puisse resserrer là où il le faut et desserrer là où ce serait possible? Alors, déjà aujourd'hui, le virus, il circule et il continue à beaucoup circuler. Donc même dans les départements où il y a une tension qui serait peut-être plus faible, une intensité qui serait plus faible qu'ailleurs, le virus est quand même extrêmement présent et les variants, plusieurs types de variants, commencent à être extrêmement présents. Le risque que vous avez si vous desserrez un peu dans certains départements, c'est qu'il y ait aussi potentiellement un déport, puisque le virus circule avec nous. Et donc, sauf à ce que vous disiez demain, on met un cordon sanitaire, par exemple, autour de la Bretagne et on interdit les personnes qui viendraient y travailler, qui viendraient y voir leur famille, qui viendraient potentiellement circuler avec un virus dont ils seraient porteurs. Mais en fait, ça n'existe pas. On ne peut pas créer des cordons sanitaires au sein de nos régions, au sein de nos départements. Ce que je crois par contre, c'est que malheureusement, quand on a des tensions qui sont beaucoup plus importantes, c'est notre cas en Île-de-France, alors là aussi, il ne faut pas douter et il faut impérativement, évidemment, que la première des responsabilités soit d'abord une responsabilité sanitaire. C'est ce qu'on a fait. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix. Nous, on a fait un choix systématique qui est d'abord, évidemment, l'urgence sanitaire pour éviter, évidemment, les décès, éviter les complications qui sont très importantes pour celles et ceux qui, malheureusement, ont été hospitalisés et ont été en réanimation. Certains en subissent encore aujourd'hui des séquelles. Et de l'articuler avec aussi l'urgence économique et sociale. C'est pour ça, par exemple, que les écoles sont restées ouvertes. Ça, je crois que c'est une différence fondamentale dans notre pays. Il faut penser quand même qu'en Italie, on a des enfants qui, depuis des mois, n'ont pas vu une salle de classe, n'ont plus ce lien avec l'école, avec leurs enseignants, avec leurs camarades. Nous, on a tout fait pour maintenir les écoles ouvertes. Ça, c'est une vraie différence française. Aurore Bergé, il nous reste 2 minutes. Simplement, on parlait de la culture en préalable. Vous travaillez sur le plan bibliothèque qui fait partie du plan de relance. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que les bibliothèques, on ne le sait peut-être pas forcément, mais c'est le premier élément de proximité, premier lieu culturel de proximité pour les Français. Exactement. Vous avez en moyenne une bibliothèque à 20 minutes de chacun des Français. Et donc, avec Dominique David, qui est député de Gironde, on travaille depuis le début du mandat sur cette question-là, sur comment on fait pour élargir les horaires d'ouverture. Et
ça a été beaucoup fait. Par exemple, maintenant, vous venez à la bibliothèque, notamment le midi. Vous y venez le samedi, le dimanche, en famille. Ça permet de renouveler les publics. Ça permet aussi de faire en sorte que des personnes qui n'osaient peut-être pas entrer dans des lieux culturels puissent le faire. Il faut vraiment qu'on considère que la bibliothèque, comme c'est justement le premier équipement culturel de proximité, c'est aussi la première porte d'entrée vers la culture. Et par rapport à tous les sujets dont on a parlé, quand on parle de lutte contre les séparatismes, quand on parle des conséquences de la crise sanitaire, la culture, c'est évidemment une réponse à ces mots-là. Lutter contre la pauvreté, c'est lutter aussi contre les inégalités territoriales, familiales et sociales. Et ça se passe évidemment par la culture. Éviter le risque de radicalisation ou de séparatisme, ça passe par le fait qu'on a aussi un socle commun, une identité commune, et ça passe aussi par la culture. À 14 mois de la présidentielle maintenant, on voit plusieurs prises de position. Vous en faites partie, notamment au sein de la majorité. On a aussi Jean-Baptiste Moreau, le député LREM de la Creuse, que vous connaissez bien, qui plaide lui ouvertement pour la légalisation du cannabis. Il a aussi pris ses distances. Il a aussi condamné l'initiative de la mairie de Lyon de ne mettre que des menus sans viande. Est-ce qu'il y a un problème de ligne là à 14 mois? On voit quand même qu'il y a une forme d'affirmation, que le temps a fait son œuvre. Les députés prennent des positions aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on attend des parlementaires. Vous savez, depuis le premier jour, on est pris en étau. On serait soit des godillots parce qu'on soutiendrait l'action du président de la République et du gouvernement, mais on a été élu sur un projet qu'on a envie de mettre en œuvre, soit on serait des frondeurs dès qu'à un moment, on a une position qui peut être un peu différente ou qui est nouvelle par rapport au projet qu'on portait. Je crois juste qu'on fait notre job, en fait. Et notre job, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute des Français, c'est d'être à l'écoute de nos territoires, c'est de voir un moment ce qui fonctionne ou pas, c'est d'évaluer, c'est de contrôler aussi l'action du gouvernement et c'est de continuer à proposer. Alors, on sera d'accord ou non parfois entre nous, on fait vivre le débat en interne, il n'y a aucun débat qui soit interdit et on aura à la fois la question évidente de comment on arrive à continuer à juguler une crise qui est une crise sanitaire, économique et sociale, et c'est ça qui nous occupe au quotidien, comment on fait vivre nos principes républicains, parce que c'est des sujets sur lesquels on refuse de renoncer, et c'est, je pense, là-dessus qu'on sera évalué par les Français, et là-dessus qu'on devra aussi porter un projet politique pour la prochaine campagne présidentielle. Quelques mots, Aurore Bergé, pour conclure, finalement, ces deux sensibilités que l'on résume à une aile droite et une aile gauche au sein de la Macronie, est-ce que ces deux courants peuvent se retrouver, comme ça avait été le cas en 2017? Mais ces courants, ils se sont déjà retrouvés dès 2016 avec la création d'En Marche, et ils continuent évidemment à se retrouver. Est-ce que ça veut dire que tous les clivages dans la société ont été abolis? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se reconnaissent encore de droite, encore de gauche? Très certainement. Est-ce que pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a la capacité à porter un projet politique autre? Moi, je crois que si. Et c'est ce qu'on fait. Sur l'écologie, par exemple, il y a ceux qui considéreraient qu'il ne faudrait rien faire, et puis il y a ceux qui considéreraient qu'il faut en faire une idéologie. Ben, nous, on essaye d'être des pragmatiques. Et je crois que c'est aussi là-dessus qu'on sera attendu par les Français. Merci Aurore Bergé d'être venue sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes présidente